Bienvenue dans Paroles sans tabou. Je m'appelle Naomi, je suis infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et récemment j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure qui est de partager avec vous mes connaissances et expériences en matière de santé. Je tiens à vous remercier pour les nombreux retours et si c'est votre première fois, soyez la bienvenue. Bien, à l'ère de l'égalité des sexes, il est évident que cet épisode soit dédié à l'infertilité féminine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même qu'on se rappelle ensemble de la définition médicale du mot infertilité. Je sais, on a abordé cette définition lors de l'épisode intitulé Infertilité masculine, mais je me fais tout de même un plaisir de vous rappeler la définition pour qu'on puisse bien contextualiser cet épisode. Donc l'infertilité au sens médical, c'est être dans l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés. On avait dit que cette définition était d'application chez l'homme comme la femme. Pour ce qui est de comprendre l'infertilité féminine, il nous faut d'abord nous intéresser au fonctionnement normal du corps de la femme. Donc vous me voyez peut-être déjà venir, on va toucher à la biologie. Et sur ce coup-ci, j'aurai besoin de solliciter votre imagination. Je vous promets que j'ai essayé de faire au plus simple. Pour commencer, il faut savoir que chez la femme, on localise donc toutes les parties du système reproducteur dans la zone du bassin. D'où l'usage d'un échographe quand on a besoin de visualiser les parties du corps de la femme qu'on va aborder tout à l'heure. On sait que les cellules sexuelles féminines sont appelées ovocytes. L'ovocyte est produite par l'ovaire pendant ce qu'on appelle le cycle menstruel. On aura l'occasion de revenir sur le cycle menstruel. Et chaque femme est censée avoir 2 ovaires, une à gauche et l'autre à droite de l'utérus, toujours dans la zone du bassin. Une fois l'ovulation, autrement dit l'ovocyte sorti d'une des ovaires, l'ovocyte va se diriger dans la trompe, direction l'utérus. Petite précision. Tout comme les ovaires, bien, il y a 2 trompes qui sont situées de part et d'autre de l'utérus. Donc une fois l'ovocyte arrivé dans l'utérus, dans la cavité de l'utérus, elle y attend d'être fécondée par un spermatozoïde, donc à l'issue d'un rapport intime non protégé. C'est dans le corps de la femme qu'a lieu donc la rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde et le résultat qu'on connaît, une grossesse jusqu'à la naissance d'un bébé, etc., etc. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que tous les cycles d'une femme ne se terminent pas par une grossesse ou bébé. Et c'est là qu'intervient le cycle menstruel en réalité. Que ce soit par usage de contraception ou par usage de méthodes de comptage naturelles, etc. Ce cycle menstruel est réglé en grande partie par les hormones qu'on appelle œstrogènes et progestérone. Donc la première partie du cycle menstruel va se composer de l'ovulation. Et ensuite, une fois que l'ovocyte est dans l'utérus, on l'a vu un peu plus haut, l'ovocyte attend d'être fécondé par un spermatozoïde. Mais détail très important, c'est que l'ovocyte attend plus ou moins 5 jours. Au-delà des 5 jours, on sait que la fécondabilité de l'ovocyte diminue graduellement jusqu'au point de disparaître. Et comme l'ovocyte n'est pas fécondé et n'a pas pu se fixer à la paroi de l'utérus, bien le corps va créer ce qu'on appelle une baisse d'hormones, des hormones qu'on a déjà abordées, une baisse d'hormones d'œstrogène et de progestérone, qui, aux alentours du 28e jour, va donner l'apparition des règles. Que sont les règles ? Bien, les règles, c'est une matière sanguine mélangée avec des sécrétions vaginales et des cellules de l'utérus qui se régénèrent rapidement chaque cycle. L'écoulement des règles en temps normal se dirige vers la sortie. Donc les règles vont sortir de l'utérus en passant par le col de l'utérus, la porte de l'utérus. On a tous déjà entendu parler du col de l'utérus. Et donc une fois passé la porte de l'utérus ou le col de l'utérus, ces règles se retrouvent dans le vagin. Intéressant à savoir concernant le vagin, pour ce qui est des protections périodiques des règles,
les femmes ont la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le tampon ou la coupe menstruelle. Ces deux méthodes de protection périodique permettent en fait de réceptionner l'écoulement de sang au plus proche de leur sortie. Et donc encore dans le corps, ce qui évite parfois les fuites ou qui permet aux femmes de participer à des activités telles que la natation, etc. L'autre option en termes de protection périodique des règles, c'est de laisser l'écoulement de sang sortir du vagin et donc sortir de la vulve qui est la partie visible de l'intimité d'une femme, pour être réceptionnée à l'extérieur du corps. Et dans ce cas-là, les femmes vont utiliser ce qu'on appelle une serviette hygiénique ou une culotte menstruelle, autre moyen de protection périodique des règles. En gros, la biologie de la femme veut que chaque cycle menstruel, il y ait une ovulation d'un ovocyte. Et quand on voit les règles apparaître, on sait que l'ovocyte n'a pas été fécondé. Tout ceci sous l'influence des chefs d'orchestre qui sont les hormones, que je cite à nouveau, l'œstrogène, la progestérone, mais aussi le FSH et le LH. J'ajouterais que lors de la puberté, ces hormones vont aussi influencer le corps de la femme de manière à ce qu'on puisse voir des signes extérieurs de féminité tels que les seins. C'est donc la petite explication du fonctionnement normal du corps de la femme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette explication. Une chose est sûre, ceci nous permet de comprendre que l'infertilité féminine peut être due à différentes étapes, peut être due à des anomalies au niveau des ovaires, des trompes, de l'utérus, du vagin, ou du système hormonal, et toutes les femmes en âge de se reproduire sont concernées. Quand on parle d'âge de se reproduire, on parle d'une moyenne de 15 ans à 49 ans. D'ailleurs, je sais que quand on va parler d'âge, c'est souvent un sujet sensible, surtout qu'on entend très souvent l'âge de la femme influence aussi sa fertilité, ce qui n'est pas faux, mais en réalité, la formulation correcte, c'est que l'âge de la femme influence l'apparition de facteurs d'infertilité. C'est une nuance, mais une nuance subtile qui a toute son importance. Concrètement, on va le montrer ainsi. Passé 40 ans, une femme a plus ou moins 20% de chances en plus d'être confrontée à des facteurs d'infertilité par rapport à sa propre situation biologique avant ses 35 ans. Donc je ne suis pas ici en train de dire que l'âge doit être une motivation principale pour enfanter, pas du tout. Mais être consciente de ce facteur aide émotionnellement à accepter et donner une place au fait de devoir passer par la procréation médicalement assistée. Pour celles qui souhaitent enfanter ou encore pour celles qui souhaitent garder les possibilités ouvertes et qui, pour cela, dans une phase de leur vie, vont préserver du matériel pour l'utiliser plus tard, parce que ça se fait aussi. L'idée, c'est de cultiver donc des conditions qui favorisent un état d'esprit positif, qui, j'en suis convaincue, finit par renforcer la résilience, au lieu de voir cela comme l'échec d'une vie, d'avoir à passer par un parcours de procréation médicalement assistée. Et pour continuer à parler chiffres, savez-vous que dans plus ou moins 40% des couples infertiles, l'infertilité féminine est un facteur présent. Quand on revient à l'épisode infertilité masculine, on se rend compte que ce n'est pas disproportionnellement plus que la présence de l'infertilité masculine au sein du couple. Pourtant, pour l'avoir vu régulièrement dans la réalité, le manque de connaissances en matière de santé pousse certaines femmes à se culpabiliser. Et parfois, l'ignorance va retenir les femmes ou les couples de chercher de l'aide adéquate au bon moment. Et chercher de l'aide adéquate au bon moment ne veut pas forcément dire chercher de l'aide au moment où on a le souhait d'enfanter. Ça peut être même bien avant. Je vais vous poser une question qui va illustrer mon propos. Vous, madame qui m'écoutez, vous, conjointe d'une dame qui m'écoutez, ou vous qui êtes juste intéressé par la connaissance, vous avez une mère, une sœur, une fille dans votre entourage. Ma question est celle-ci. À quand date votre dernier contrôle gynécologique annuel
ou celui des femmes de votre proche entourage? Alors, je suis d'accord, c'est une question quelque peu intrusive. Mais cette question, quelque peu intrusive entre guillemets, est ressortie dans certaines études comme un baromètre pour ce qui est de chercher de l'aide face à l'infertilité féminine. Oui, le tabou qui est créé autour de l'intimité physique et sexuelle féminin a donc influencé des générations entières de femmes pour ce qui est de se soigner ou du moins de soigner leur santé gynécologique. Et on sait que la santé gynécologique et reproductive vont souvent de pair. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un contrôle de routine gynécologique, je dis bien annuel, aura plus de difficultés à chercher à temps de l'aide adéquate face aux signes incommodants pouvant être liés à une infertilité. Et je le rappelle, cela qu'on souhaite procréer ou non, parce que certains troubles infertilisants auront tout de même un impact sur la qualité de vie de la femme en général. Et leur diagnostic commencera généralement par un simple contrôle de routine gynécologique avec une échographie, quelques questions posées avant d'être transféré vers un ou une spécialiste de la fertilité. Et pour prendre un exemple qui ne touche pas forcément à la fertilité, mais qui quand même a toute son importance, on a l'exemple du dépistage du papillomavirus. Le papillomavirus est à l'origine du cancer du col de l'utérus chez la femme. On sait qu'un dépistage de routine tous les 2 à 3 ans permet de captiver ce virus au plus tôt possible et donc de prévenir toutes les conséquences d'un cancer du col de l'utérus chez la femme. Et donc là, on comprend que toutes les femmes sont concernées. Ce n'est pas qu'un sujet de femmes d'ailleurs, car on a tous des femmes qui font partie de nos piliers de vie. Tout ça pour dire que penser à faire un contrôle de routine gynécologique annuel, au-delà de la formalité, peut vraiment prévenir de beaucoup de peines. On l'a compris, l'infertilité féminine et l'infertilité masculine sont des vastes sujets qu'on a abordés ici en prenant la partie visible de l'iceberg. Je n'hésiterai pas à aller plus en détail si vous le souhaitez. Mais dans les deux cas, on sait que le tabou a pris une grande place. Et il est temps de briser ce tabou à coup de connaissances et aide adéquate de personnes compétentes. Voici venu le moment où je vous invite à entretenir notre cercle vertueux en partageant cet épisode avec votre entourage. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et en activant la cloche, vous serez le premier ou la première informé de la sortie du prochain épisode. Je vous laisse avec cette citation. La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer.